לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Ce matin, vous le savez, c'est le Shabbat avant Yud Tet qui se lève, avant le 19 qui se lève. Alors qu'est-ce que c'est le Yud Tet qui se lève? En 1798, Rabbi Schneur Zalman de Liadi, à la suite du Baal Shem Tov et du Maggid de Meseritch, dont il fut l'élève, fut l'un des grands maîtres du chassidisme en plein essor. Alors il se heurte à l'opposition des tenants du judaïsme traditionnel, très inquiets de ce mouvement, et les calomnies, machinations, etc., parviennent malheureusement à faire arrêter le rabbi par la police tsariste sous l'accusation de crimes de haute trahison. Alors Rabbi Schneur Zalman est conduit à la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg. Le même jour, 22 de ses chassidismes sont emprisonnés dans la ville de Liozna. Et à son procès, le rabbi doit répondre à de nombreuses questions sur les pratiques et la foi juive. Alors on fait traduire en russe le Tanya, le grand livre du rabbi, l'ouvrage fondamental de la chassidoute, et le 19 qui se lève, 53 jours après son arrestation, on annonce à Rabbi Schneur Zalman qu'il a été reconnu innocent de ces crimes dont l'accusait, et il est libre. Les 22 chassidim incarcérés à Liozna le sont aussi, et depuis lors, le 19 qui se lève, le Yud Tet qui se lève, est une grande fête chassidique portant le nom du nouvel an de la chassidoute. Il marque ainsi un moment capital de l'histoire spirituelle du peuple juif. Pourquoi, comment et pourquoi est-ce que cette histoire est tellement extraordinaire dans l'histoire du judaïsme? Voici ce que nous explique le Rav Yosef Dahan. Shalom Uvracha. C'est fou ce que l'emprisonnement d'un homme peut générer des récits les uns les plus extraordinaires que les autres. Tout le monde sait que Rabbi Schneur Zalman a été en prison. Un emprisonnement qui ressemble à l'emprisonnement d'un rabbi. Lorsque les gardes du palais du Tsar sont venus chercher le rabbi et l'ont emmené dans cette voiture noire, lui signifiant qu'il était accusé des crimes les plus graves, eh bien, les chassidim qui assistèrent impuissants à la scène en conçurent bien sûr un immense désespoir. Parmi eux se trouvait d'ailleurs un chassid de la ville de Stradov, et il fut tellement désespéré de voir son maître partir qu'il perdit connaissance. Il fut pendant un long moment impossible de le ramener à lui. Les chassidim essayèrent tout ce qu'ils pouvaient. Ils commencèrent d'abord à le frictionner, puis ils commencèrent ensuite à lui verser de l'eau sur le visage et sur le corps. Rien n'y faisait. On utilisa même, dans ce genre de situation, les éléments les plus efficaces, comme lui souffler son nom en oreille, ou encore plus lui faire sentir des épices très très fortes. Mais rien n'y fit. Cet homme n'arrivait pas à revenir à lui, et là les chassidim commençaient à être inquiets. C'est alors que un des chassidim qui était présent eut l'idée de lui dire un mensonge, lui dire « Tu sais, le rabbi, il est en train de revenir. Regarde, on entend déjà les pas du carrosse qui revient. » Et là, ce chassid, à ces mots, se réveilla, mais malheureusement constata que la réalité était autre. Le rabbi n'était pas de retour. Il en fut particulièrement amer et décida, comme tous les chassidim qui étaient autour, de jeûner tous les lundis et les jeudis en attendant le retour du rabbi. Mais lui prit une décision encore plus radicale, encore plus forte, qui démontre qu'il était d'un attachement sans faille au rabbi. Il décida de jeûner tous les jours jusqu'au retour du rabbi. On peut s'imaginer l'effet d'une pareille décision sur un homme ordinaire, vous comme moi. Et on peut aussi s'imaginer l'effet d'une telle décision sur un chassid, si tant est qu'il puisse être attaché et résister par tous les moyens que ce soit aux agressions du corps les plus grandes. Le chassid jeûna longtemps, tous les jours,
jusqu'au 18 Kislev, lundi 18 Kislev de cette année 1798. Les chassidim alors qui étaient avec lui décidèrent d'aller à la synagogue et de célébrer la Iloula du Maguid de Mézerich, qui était parti 26 ans plus tôt, le 19 Kislev, qui était aussi un mardi de l'année 1772. Et ce chassid de Stradov décida de suivre ses compagnons. Mais voilà que la faiblesse était tellement grande qu'il rentra à peine dans la synagogue, trouva un coin et s'endormit. Il ne put même pas continuer les quelques pas qui lui restaient pour rejoindre son groupe d'amis et faire le Farmangen en l'honneur à l'occasion de la Lula du Maguid. Et quand il s'endormit, il fit un rêve extraordinaire. Il rêva d'un homme, Rabbi Menachem Mendel de Rodok, qui lui vint dans le rêve et qui lui dit « Écoute, bien que tu ne sois pas mon chassid, que tu sois celui de l'Admorazaken, je vais te révéler un secret. Normalement, seul un chassid attaché à son rabbi mérite de son rabbi, eh bien, que les mondes de la vérité, le monde de la vérité, lui soit révélé. Tant pis, je te dévoilerai quand même un secret de ce monde-là, bien que tu ne sois pas mon chassid. » Et il commença à lui dire qu'aujourd'hui, eh bien, le Maguid de Mézerich, en l'honneur de sa Iloula, commenta la Torah. Toutes les âmes de tous les palais célestes sont venues écouter le rabbi, le Maguid. À sa droite se tenait le Baal Shem Tov et à sa gauche se tenait le Harizal. Et le rabbi commenta la Torah avec des secrets qui n'avaient encore jamais été dévoilés. Et à la fin de son commentaire, une fois celui-ci achevé, il éclata en sanglots et demanda au maître du monde « Mon élève, Rabbi Zalman, il est en prison, et avec lui, cet emprisonnement, c'est toute la chassidoute qui est en danger. Alors que chacun d'entre nous ici puisse intercéder en sa faveur. » Soudain alors sortit, continue Rabbi Menachem Mendel de Rodok dans le rêve, soudain alors sortit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est considéré comme le Rosh Yeshiva de la Yeshiva céleste. Et Rabbi Shimon Bar Yochai réunit un conseil de sages et décida que le rabbi devait être libéré. Et à ce moment-là, ce chassid de Stradov se réveilla. Il trouva, grâce à la force de ce rêve, il trouva donc lui-même la force, le chizouk, d'aller retrouver ses amis et de leur raconter ce rêve. Et ses amis comprirent alors que quelque chose de très important, de très profond, était en train de se tramer dans le ciel. Ils décidèrent de faire ce Farbringen avec encore plus de force, plus de chayot, et comprirent que quelque chose de très important était en train d'arriver. Et effectivement, ils décidèrent quand même de continuer à jeûner tant que la nouvelle officielle ne soit pas parvenue, c'est-à-dire la libération du rabbi le lendemain, mardi 19 Kislev, 1798. Et ce chassid de Stradov continua lui aussi de jeûner. En effet, on était à l'époque où le courrier postal était acheminé par les chevaux et non par les avions. Il n'y avait pas de téléphone, encore moins d'internet. Seul un cheval acheminait le courrier. Et il fallut une semaine pour que la nouvelle qui partait de Pétersbourg puisse arriver à Stradov. Et pendant cette semaine-là, eh bien, ce chassid continua à jeûner, mais ce furent des jeûnes très très joyeux. L'enseignement que l'on peut tirer de ce récit extraordinaire, qui n'est pas ordinaire, eh bien, c'est le suivant. L'attachement à son rabbi. Aujourd'hui, notre rabbi physiquement n'est pas là. Ou en tout cas, nous n'avons pas peut-être le mérite de le voir. Mais on doit savoir qu'en s'attachant à lui, et que la seule manière de s'attacher, c'est d'ailleurs
d'étudier ses enseignements et de faire sa volonté, c'est-à-dire d'aller retrouver des juifs pour leur faire faire une mitzvah, eh bien, ce n'est que par ce biais qu'on pourra mériter, peut-être pas son dévoilement, mais en tout cas, l'accélération de la venue du Mashiach. Merci Rav Yosef Dahan, merci à Torah de Vie et au Rav Raphaël Halimi, dont ce cours a été enregistré sur le site torahdevie.fr. Je vous laisse avec une petite pause musicale et on revient tout de suite avec encore d'autres explications. Shalom.
revoilà sur Radio Judaïka. Je vous rappelle que nous sommes avec le Rav Yosef Dahan en train de parler de Yud Tet Kislev, ce jour très fort dans le chassidisme. Et s'il vous plaît, Rav Yosef Dahan, racontez-nous l'histoire en détail. Tout le monde connaît Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'Admour HaZaken. Peut-être certains même savent qu'il a été emprisonné. Effectivement, le rabbi, emprisonné en 1798, fut emprisonné dans la forteresse de Petropavlov, à Pétersbourg. Simplement, tous ces chassidim ne savaient pas où il se trouvait, en tout cas pendant les premiers jours. Un jour, un représentant du ministre rentra dans la cellule de l'Admour HaZaken et demanda au rabbi « Tu sais, je suis prêt à te rendre un service, même s'il a une toute petite importance pour toi. Que veux-tu précisément ?» Alors le rabbi lui dit « C'est simple, je souhaite tout simplement que ma famille, mes amis, mes chassidim sachent où je suis, que je suis d'abord en vie et que je me trouve ici. » Alors le représentant du ministre lui promit de tenir parole. Mais lui répondit « N'est-ce pas tes frères juifs qui t'ont conduit en prison ? Si tu me demandes d'intervenir auprès d'eux, comment vais-je savoir s'il s'agit de ta famille ou bien s'il s'agit des opposants à la chassidoute ?» Alors le rabbi lui donna l'idée suivante. Il se trouve à Pétersbourg, mon beau-frère. C'est un homme qui porte des vêtements dépareillés et je suis sûr que si tu arpentes les rues de la ville, alors tu le trouveras. À ces mots, le représentant du ministre partit assuré et avant de partir, l'Admour HaZaken lui dit « Je lui avais demandé de voyager à Pétersbourg avant mon arrestation et je suis sûr qu'il m'obéit. » Le représentant du ministre fut très impressionné par cette conviction, les certitudes affichées par le rabbi. Et voilà que ce haut fonctionnaire arpenta les rues de la ville et il trouva Rav Israël Kazik, le beau-frère de l'Admour HaZaken. Alors il interpella et lui demanda son nom. Mais Rav Israël Kazik, qui avait voyagé avec un passeport qui ne lui appartenait pas et qui était donc mentionné avec un autre nom, eh bien lui donna le nom qui figurait sur le passeport. Et à ces mots entendus, le haut fonctionnaire dit à Rav Israël Kazik « Menteur !» Et il s'en retourna. Rav Israël Kazik décida d'aller voir ses amis chassidim et de leur raconter ce qui s'était passé. Ses amis chassidim et lui-même se dirent que quelque chose d'étrange devait se tramer. Et ils décidèrent de tout faire pour entrer en contact à nouveau avec ce haut fonctionnaire, mais cette fois en déclinant sa vraie identité. Quant à ce fonctionnaire, il retourna lui voir le rabbi et lui décrit bien sûr la même chose, qu'il avait sans doute rencontré son beau-frère, mais que celui-ci ne lui avait pas dit qui il était vraiment. Alors le rabbi comprit qu'effectivement son beau-frère avait voyagé à Pétersbourg sous une fausse identité et demanda à ce haut fonctionnaire de le retrouver. Ce fonctionnaire retrouva Rav Israël Kazik et cette fois Rav Israël Kazik donna son vrai nom. Et l'Admour HaZaken le sut et en fut bien sûr soulagé. Mais avant de le savoir, lorsque ce haut fonctionnaire rencontra le beau-frère de l'Admour HaZaken, et que celui-ci déclina bien sûr son identité, ce haut fonctionnaire se tut, décida de continuer sa route, et Rav Israël Kazik décida de le suivre. Il le suivit jusqu'à chez lui, et quand ce haut fonctionnaire rentra chez lui, Rav Israël Kazik resta bien sûr à l'extérieur de la maison. Quand tout d'un coup, une pastèque tomba de la fenêtre de la maison de ce haut fonctionnaire. Rav Israël Kazik comprit que l'objet lui était destiné. Il prit la pastèque et s'enfuit et décida d'aller voir ses amis chassidim. Ils ouvrirent la pastèque et là, ô surprise, que découvrirent-ils? Un mot manuscrit de l'Admour HaZaken où il était écrit « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Écoute Israël, l'Éternel est un, l'Éternel est notre Dieu.
Et là, les chassidim compris enfin que l'Admorazaken était en vie. Mais ça ne leur donnait pas encore la destination de leur maître. Ils ne le surent effectivement que quelques jours après. En effet, l'Admorazaken, emprisonné depuis plusieurs jours, se refusait à avaler toute nourriture, étant sûr bien sûr que celle-ci était taref, n'était pas cachère. Et cette situation inquiétait beaucoup le responsable de la prison, qui était sûr que l'Admorazaken voulait se laisser mourir pour effectivement échapper aux foudres de son procès, pour échapper peut-être à un jugement qui allait lui être très défavorable. Alors, le responsable de la prison essaya de convaincre, tant bien que mal, l'Admorazaken d'ingurgiter, ne serait-ce qu'un tout petit peu de nourriture, mais celui-ci, bien sûr, refusa. Si tant est que le responsable de la prison demanda à des gardes, à des geôliers, de venir l'aider et de tout faire pour faire pénétrer la nourriture dans la bouche du rabbi, pour que celui-ci s'alimente. Mais l'Admorazaken, qui était plein de conviction, évidemment, et plein de fermeté, décida coûte que coûte de mettre toutes ses forces et de fermer très fortement sa bouche, à tel point que tous ces gardes qui étaient là, eh bien, n'ont pas réussi à ouvrir sa bouche. Tem de fish in khotos di lo lelgeyno ir rabim yiro ve yiftakhu vashem ve tem de fish in khotos di lo lelgeyno ir rabim yiro ve yiftakhu vashem I know san Hashem lochem leilo das ve'einayim liros ve'oznayim lishmoya I know san Hashem lochem leilo das ve'einayim liros ve'oznayim lishmoya Yiradai la da 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 la 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 ya yam Yiradai la da 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 la 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 Baruch Hashem, Lekei Yisroel, Mi Yinoy Lom Ve'Yato Ayom. Baruch Hashem, Lekei Yisroel, Mi Yinoy Lom Ve'Yato Ayom. Omen Ve'omen. Haytem befi shir chodosh ve'hilo lelgeinu Yiru rabim ve'yiro ve'yiftechu Hashem Haytem befi shir chodosh ve'hilo lelgeinu Yiru rabim ve'yiro ve'yiftechu Hashem I know san Hashem lochem leilo das ve'einayim liros ve'oznayim lishmoya I know san Hashem lochem leilo das ve'einayim liros ve'oznayim lishmoya Yiradai la da 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 la 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 ya yam la 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 Hashem, Lekei Yisroel, Mi Yinoy Lom Ve'Yato Ayom. Baruch Hashem, Lekei Yisroel, Mi Yinoy Lom Ve'Yato Ayom. Omen Ve'omen. Lo sa Hashem lochem
Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes maintenant en train de parler de Yud-Tet Kislev, l'emprisonnement du Rabbi Schneur Zalman de Liadi, et nous sommes en plein dans l'histoire avec le Rav Yosef Dahan quand il explique que les gardes essayent de faire manger au Rabbi Schneur Zalman de Liadi de la nourriture non cachère, et il ne veut bien sûr absolument pas le faire, et voilà ce qu'il se passe. L'Admorazaken tenait bon, et sur ces entrefaites, le représentant du ministre entra et dit aux gardes: « Messieurs, que faites-vous? Qu'êtes-vous en train de faire? Vous êtes en train de contraindre cet homme? Mais plutôt que de le contraindre, il vaudrait mieux le convaincre de manger. » Et là, il détourna son regard et fixa l'Admorazaken et lui dit: « Rabbi, si vous ne mangez pas, vous allez vous laisser mourir. Et vous savez très bien que d'après la loi d'Israël, quelqu'un qui se laisse mourir n'a pas droit au monde futur. » Alors l'Admorazaken regarda son interlocuteur avec la même force du regard et lui dit: « Je suis prêt à abandonner toute ma part dans le monde futur pour ne pas ingurgiter une quantité aussi infime de nourriture cachère. » Alors face à tant de conviction, le représentant du ministre dit au rabbi: « Mais écoutez, vous devriez manger. Vous êtes capable, sans doute, probablement, d'échapper à un jugement défavorable. Vous le savez bien, vous n'avez rien à vous reprocher. » Mais l'Admorazaken tenait bon et décida de ne rien lâcher. Alors le représentant du ministre eut l'idée de dire à l'Admorazaken: « Écoutez, rabbi, et si je me procure de la nourriture cachère, promettez-moi, dans ce cas-là, de la prendre, de la manger. » Alors l'Admorazaken répondit au haut fonctionnaire: « Vous savez, je suis très fatigué. Mon estomac est affaibli par tous les jeûnes. Je décide pour l'instant de ne pas manger, mais je suis prêt à absorber un fortifiant, un médicament qui me remonterait. » Alors le représentant du ministre conclua le marché et lui dit: « Si donc je vous prépare un médicament, préparé bien sûr par un juif, et que je vous l'apporte, vous me promettez que vous l'absorberez ?» L'Admorazaken lui dit: « Si ce médicament est effectivement préparé par un juif, et que sûrement vous me l'apportez sans que personne d'autre ne le touche jusqu'à que vous me le remettiez, alors je vous promets que je l'absorberai. » Ce fonctionnaire se dépêcha bien sûr de trouver un homme, et il trouva comme homme ce riche chassid qui était connu dans la ville de Pétersbourg, qui s'appelait Reb Mordechai de Leiple. Ce chassid très riche, très connu, était extrêmement respecté de tout le monde, y compris des ministres de la ville. Et ce haut fonctionnaire décida de rentrer en contact avec Reb Mordechai, et il se refusa de dire pour qui et à qui était destiné ce médicament. Et Reb Mordechai prépara un médicament, comprit de manière intuitive qu'il s'agissait sans doute de l'Admorazaken, et il prépara une espèce de pâte qu'il plaça sur une assiette. Et entre la pâte et l'assiette, il glissa un mot manuscrit sur lequel était inscrit « Pour qui est ce médicament ? Où se trouve son destinataire ?» Et Reb Mordechai signa ce papier. On apporta le médicament à l'Admorazaken, qui se fit fort bien sûr de le prendre, mais l'Admorazaken, qui après avoir absorbé une partie de cette pâte, s'aperçut qu'il y avait un papier en dessous, le lit, et une fois qu'il le lit, il décida d'y répondre en mettant « Je suis celui qui mange et je me trouve à Petropavlov ». Et il laissa la fin de ce médicament, une partie de cette pâte, et il glissa à nouveau le papier entre la pâte et l'assiette. Il demanda à son supérieur, à ce haut fonctionnaire, de remettre ce médicament à celui qu'il avait préparé, et le médicament fut bien sûr remis à Reb Mordechai, qui découvrit le papier et qui put enfin informer le rabbi
informé les chassidim que le rabbi se trouvait à Petropavlov. Cette forteresse de Petropavlov n'était pas le seul endroit où se trouvait le rabbi. On avait l'habitude, pour des interrogatoires serrés, de l'amener au Tanième Soviet. C'était un bureau qui se trouvait dans un autre endroit, et les deux endroits étaient séparés par un fleuve, la Niba. Il y avait un garde qui avait l'habitude de faire traverser le fleuve au rabbi par l'intermédiaire d'une barque. Et un jour que ce garde décida d'amener le rabbi au Tanième Soviet pour un interrogatoire très poussé, eh bien ce garde prit le rabbi et partit quand tout d'un coup le rabbi demanda à son garde « Est-il possible de stopper tout de suite cette barque? Je voudrais réciter la Birkat Levana, la bénédiction sur la lune. » Alors ce soldat refusa. Mais le rabbi était tenace. Et le rabbi dit encore une fois à ce garde, « Je voudrais s'il vous plaît m'arrêter, arrêter la barque. » Cet homme, ce soldat, refusa une fois de plus. Et finalement, la barque s'immobilisa et le rabbi put réciter le psaume qui précède la Birkat Levana, la bénédiction sur la lune. Il le récita avec beaucoup de ferveur et puis la barque reprit son mouvement. Quand à nouveau, l'Admorazaken demanda au soldat « Est-ce que vous pouvez arrêter la barque ?» Et ce soldat lui demanda qu'est-ce qu'il aurait en échange. Le rabbi lui dit qu'il allait lui offrir une bénédiction, mais il voulait absolument que ce soldat arrête la barque parce qu'il voulait faire la mitzvah de Birkat Levana de la manière la plus naturelle, sans passer par le miracle. Alors ce soldat s'exécuta, il arrêta la barque, et le rabbi put réciter la bracha, et comme promis, il donna une bénédiction sur un papier écrit de sa main à ce soldat. Ce soldat n'en était pas peu fier, il décida de mettre cette bracha écrite du rabbi dans un médaillon qui était cerclé d'or, et l'histoire nous dit d'ailleurs qu'un chassid très connu, qui était Dov Zev de Yekaterinoslav, eh bien, eut l'occasion de voir cette bénédiction dans ce médaillon chez le fils de ce soldat qui vécut très très longtemps et qui fut très riche et très célèbre. L'enseignement de cette histoire, il est multiple, mais essayons d'en retenir au moins un seul. La ténacité du rabbi face à des conditions extrêmes, face à des accusations plus que sournoises, des accusations immondes, qui plus est, qui venaient de ses propres frères juifs. Le rabbi qui se refuse de manger taref, quitte à, que Dieu préserve, se laisser mourir, quitte à même perdre sa place dans le Olam Haba. Le rabbi qui également, eh bien, pour une bénédiction que certains jugeraient, une mitzvah que certains jugeraient peut-être presque dérisoire, secondaire dans de pareilles circonstances, réciter la bénédiction sur la lune, ça pouvait attendre. Chez le rabbi, ça ne pouvait pas attendre. Même si ça devait elle devait se passer au milieu d'un fleuve, sur une barque, avec un soldat qui refusait de la stopper, mais il fallait absolument la faire. Et même si cette bénédiction devait être dite avant de subir des pressions très dures. Et c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Une mitzvah ne peut et ne doit jamais être poussée, dans quelque circonstance que ce soit. Merci encore à Rav Yosef Dahan, merci encore à Rav Raphaël Halimi et à TorahDevi.fr pour ces magnifiques explications sur Yud-Tet Kislev.
Voilà, dans la partie de l'émission La Paracha en famille, je vous laisse maintenant avec la Parashat Vaishlach et cette magnifique chanson qui résume en quelques mots la Parashat Vaishlach. Les enfants, c'est pour vous. Yaakov a maintenant une grande famille. Son 11e fils, Yosef, vient de naître. Il quitte Lavan et prend le chemin du retour. Mais il apprend qu'Esav vient à sa rencontre avec une armée entière. Il charge des émissaires de s'informer sur les intentions de son frère. Ceux-ci l'avertissent qu'Esav en veut à sa vie. « Organisons-nous » dit-il à sa famille. 3 précautions sont nécessaires. En prévision d'une attaque, séparons-nous en 2 camps. Cependant, il faut éviter la guerre à tout prix. Envoyons des cadeaux à Esav pour l'apaiser. Et avant toute chose, prions. Seul Hachem peut nous sauver de ce danger. Yaakov a fini son travail chez Lavan, il repart en Canaan. Il a très peur qu'Esav, après toutes ces années, ne soit encore fâché. Vaishlach Yaakov malachim le fanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav. Esav arrive avec toute une armée de 400 guerriers. Yaakov inquiet, réparti en 2 camps, ses femmes et ses enfants. Vaishlach Yaakov malachim le fanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav. Alors vers Hachem s'élève sa prière, sauve-moi de mon frère. Il envoie à Esav des esclaves en cadeau, des bergers et des troupeaux. Vaishlach Yaakov malachim le fanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav. Yaakov a fini son travail chez Lavan, il repart en Canaan. Il a très peur qu'Esav, après toutes ces années, ne soit encore fâché. Vaishlach Yaakov malachim le fanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav. Esav arrive avec toute une armée de 400 guerriers. Yaakov inquiet, réparti en 2 camps, ses femmes et ses enfants. Vaishlach Yaakov malachim le fanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav. Alors vers Hachem s'élève sa prière, sauve-moi de mon frère. Il envoie à Esav des esclaves en cadeau, des bergers et des troupeaux. Vaishlach Yaakov malachim le fanav, Yaakov envoie des émissaires à Esav.
Hachem exauce la prière de Yaakov et Esav lui laisse la vie sauve. Yaakov s'installe en Canaan. Ses fils sont à présent au nombre de 12. De tous, il préfère Yosef. Il lui transmet l'enseignement de Shem et Héver. Il lui offre une tunique merveilleuse. Mais hélas, les frères de Yosef le jalousent. Une nuit, Yosef fait un rêve. Il le raconte à ses frères. 11 gerbes de blé se sont prosternées devant moi. Le lendemain, il leur fait part d'un deuxième songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se sont inclinés devant moi cette fois-ci. Tes rêves nous révèlent tes préoccupations, s'écrient ses frères. Tout le jour, tu cherches à nous rabaisser. Tu veux faire de nous tes esclaves. Les frères tiennent conseil. Il mérite la mort, décrète-t-il. Réhouven s'interpose. Jetons-le plutôt dans un puits et ne versons pas son sang. Nous revoilà sur Radio Judaïka après cette petite pause musicale. Nous allons parler maintenant d'un nouveau livre qui vient de sortir dans l'édition Raconte-moi ton histoire, cette nouvelle édition qui parle de l'histoire de nos sages, écrit par Rachel Darmon, autodidacte et orthophoniste de métier. Madame Darmon, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivée à écrire un livre de cette nouvelle série Raconte-moi ton histoire. Raconte-moi notre histoire. En fait, ça a commencé par les petites histoires d'histoire que je racontais à mes enfants. J'adore leur raconter des histoires à mes 2 petits garçons qui eux aussi ont toujours été bercés dans les histoires qui sont nés. Et puis, je m'étais dit que c'était plus intéressant de leur raconter nos propres histoires plutôt que des histoires inventées. Et quand j'ai commencé à chercher des livres à ce sujet, sur l'histoire de nos prophètes, sur l'histoire de nos pères qui sont un peu moins célèbres que celle de la Torah, en fait, que celle des 5 livres de la Torah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de matière à ce sujet en français. Et j'ai été encouragée par mon Rav et par mon mari pour écrire en fait dans ce sujet-là, et c'est comme ça que j'ai commencé par le livre de Hanouka en fait, parce que tout le monde connaît l'histoire de Hanouka dans son ensemble, mais personne ne connaît, si on veut, les détails, qu'est-ce qui a mené à la guerre de Hanouka, ce qui se passait à l'époque dans l'Empire grec, comment on en est arrivé là et comment on s'en est sorti. En fait. Alors pourquoi appeler cette série Raconte-moi notre histoire, pas différemment? Parce que c'est notre histoire en fait racontée aux enfants, que soit par les parents. C'est pour ça que le livre est un peu en fait, il est destiné à plusieurs publics, soit pour les petits enfants, que les parents tiendront le livre, et il est très illustré par mon ami artiste Emmanuel Halimi. Il est bien illustré, donc ça fait que n'importe quel parent peut tenir le livre et le raconter à un petit enfant de 3 ans. Mais d'un autre côté, il est écrit dans un style suffisamment soutenu et avec suffisamment de suspense et de rebondissement pour des enfants un peu plus grands, avec pas mal de détails. Pourquoi pas même pour les adultes, en fait, qui seraient avides de connaître notre histoire du peuple juif. Très bien. Alors sur quoi vous vous êtes basé pour prendre les détails de Hanouka? Parce que l'histoire de Hanouka est connue par tous, mais les détails, il y a les midrashim. Sur des midrashim, oui, les midrashim de Hanouka. Mon Rav m'a donné pas mal de sources en hébreu et je me suis basée dessus. J'ai fait un résumé, un condensé, et à partir de là, j'ai réalisé l'écriture, je l'ai rendue vivante, et avec l'aide d'Hachem. Bezrat Hashem, c'est une très très bonne nouvelle d'avoir une nouveauté sur la fête de Hanouka, surtout qui arrive très bientôt. Alors ce livre, bien sûr, est publié, j'imagine, un peu partout en Israël et en France. Nous, en Belgique, comment fait-on pour pouvoir l'avoir? Alors, pour les commandes qui sont en dehors de France et Israël, on organise des commandes un peu groupées, c'est-à-dire à partir de 10 livres, on peut envoyer à une adresse. Le livre de base est à 13 €. Maintenant, quand on fait des commandes groupées, on fait une réduction à 11,50 € par livre, vu que c'est déjà une commande de 10 livres, donc une commande assez conséquente. Donc, si les personnes peuvent se réunir et avoir une commande de 10 livres, les frais de port sont à nos frais. Et vous pouvez nous contacter par mail
sur raconte-moi notre histoire @gmail.com et D'accord. ou par téléphone sur un téléphone israélien au 00 972 5 25 23 43 17. C'est mon numéro, Rachel Darmon. Très bien, on mettra tout ça dans la page Facebook de l'émission. Super. Est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement un peu l'histoire de Hanouka, les détails que vous avez mis pour le public? Alors, je vais pas trop dévoiler des histoires, mais en fait, ça commence par l'histoire de Alexandre le Grand qui a conquis la terre d'Israël. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il s'est heurté à Shimon HaTzadik quand il a voulu, en fait, éradiquer le peuple d'Israël. Mais Baruch Hashem, il y a eu un miracle et il s'est très bien entendu avec Shimon HaTzadik, le Kohen Gadol de l'époque. Et les Juifs étaient en très bonne relation depuis ce temps-là avec les Grecs. Et au fur et à mesure, les rois ont changé. On est passé à Ptolémée, nommé Talmaï dans le livre de son nom en hébreu, puis Antiochus. Et la situation des Juifs en Israël s'est rapidement détériorée d'année en année. Et le poste de Kohen Gadol est devenu sujet à des conflits politiques et jusqu'à en venir à ce qu'Antiochus veuille exterminer totalement la religion juive, en fait, non pas les Juifs mais la religion juive. Et les Hashmonaïm, menés par Matityahu et ses 5 fils, ont mené une grande révolte en fait qui s'est déroulée sur plusieurs batailles et jusqu'à la victoire finale en fait. Baruch Hashem, heureusement, c'est comme ça que nous avons aujourd'hui la fête de Hanouka. Baruch Hashem, la restauration du Beth Amikdash et les miracles qui sont plus connus de l'absol d'huile qui a duré 8 jours. Voilà. C'est magnifique. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas une grande atzlacha pour la vente de votre Merci livre. beaucoup. Je suis sûr que ça va faire beaucoup de Afatzat Amayanot Rutsa et que Bezrat Hashem, surtout avec l'actualité d'aujourd'hui, que la lumière de Hanouka nous amène à reconstruire le 3e temple très très rapidement. Amen, 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 amen. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. En tout cas, je mettrai tout maintenant sur la page Facebook de l'émission. Venez sur l'univers de la Yeshiva sur la page Facebook et toutes les infos pour la commande du livre y seront. Merci beaucoup Madame Rachel Darmon pour cette interview. Je vous souhaite une grande atzlacha, Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Merci à vous, merci beaucoup, Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Hanouka Sameach. Eh bien voilà, c'est ainsi que notre émission se finit ce matin. Je vous rappelle, mesdames et mesdemoiselles, que ce soir, vendredi soir, nous devrons allumer les bougies à 16h25. Je vous rappelle, 16h25, c'est très tôt. Et que Shabbat finira donc samedi soir à 17h38. Nous sommes la parashat Vaishlach, très importante, à venir écouter à la Torah samedi matin. Je vous rappelle aussi donc lundi soir et mardi c'est la fête de Yud Tet qui se lève, le Rosh Hashanah de la Chassidut, le nouvel an du chassidisme, et que nous arrivons très très bientôt à Hanouka, la fête de Hanouka qui sera le dimanche 6 décembre au soir pour la première bougie. Ne ratez pas bien sûr la semaine prochaine dans l'univers de la Yeshiva vendredi prochain de 9h à 10h où nous parlons spécifiquement de la fête de Hanouka. Je vous souhaite à tous et à tous de passer un très très bon Shabbat dans une ambiance de joie, de bonheur et pas de stress, et que Bezrat Hashem, Dieu nous protège tous et toutes, tout le peuple d'Israël dans le monde entier. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך.
והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, שר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם